Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence. Je me présente, je suis Bernadette Moreau, déléguée générale de la Fondation Vinci Autoroute pour une conduite responsable. Ce webinaire est organisé dans le cadre de la 21e journée du sommeil avec l'Institut national du sommeil et de la vigilance, dont la Fondation Vinci Autoroute est partenaire depuis 10 ans maintenant. Je tiens d'ores et déjà à remercier les deux intervenants qui vont animer avec moi ce webinaire. Laurence Weibel, docteur en neurosciences, chronobiologiste, chargée de prévention en sécurité et au travail à la CARSAT Alsace-Moselle, et Damien Daven, chronobiologiste, professeur à l'Université de Caen et directeur de l'unité mixte de recherche COMET INSERM Unicamp et président du conseil scientifique de l'INSV. Le thème de la journée du sommeil cette année, dans ce contexte d'épidémie de Covid-19, est « Bien dormir pour mieux faire face ». Nous avons, choisi d'aborder ce sujet en nous concentrant sur les aspects liés au travail et à la conduite, et plus largement, nous traiterons du risque de somnolence dans le cadre du travail et sur la route, bien sûr. Avant de démarrer les présentations, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions. Dans le chat, vous avez un onglet questions, et donc si vous pouvez les déposer dans cet onglet, ça serait parfait, et nous répondrons à vos questions à l'issue des présentations. Pour commencer, je vais passer la parole à Damien Daven, qui va nous présenter les principaux résultats de l'enquête INSV-MGEN réalisée à l'occasion de cette journée du sommeil. Oui, bonjour à tous. Donc pour démarrer, je vais vous montrer que le Covid a eu un impact quand même relativement conséquent sur le sommeil, et notamment sur la veille, puisque les deux sont un tout, le rythme veille-sommeil. Et c'est surtout dans le cadre de ce séminaire de vous montrer qu'il faut faire attention aux périodes d'infection pour ne pas aggraver les risques d'accident. Alors, c'est une enquête qui est menée régulièrement, tous les ans, avant la journée du sommeil national. Une enquête qui est menée par un institut de sondage et qui fait le point sur une actualité, chaque année sur une actualité, tout en gardant un certain nombre d'informations sur le sommeil des Français, des questions sur le sommeil des Français. Alors l'enquête, c'est un sondage qui a été mené par OpinionWay, qui a porté essentiellement sur le deuxième confinement, qui s'est tenu fin octobre à la mi-décembre. Chaque année, c'est environ 1000 individus qui sont sondés. Cette année, c'était 1010 individus qui sont tout à fait représentatifs de la population française. Donc, tout le monde a été sondé, aussi bien les jeunes de 18 ans jusqu'à 65 ans. Une sélection a été faite au préalable pour avoir des quotas bien réguliers, sexe, âge, région, catégories socio-professionnelles, pour ne dire que les principaux. Des sondages, donc je vous l'ai dit, des sondages du même type sont réalisés annuellement, et donc on a une base de comparaison en ce qui concerne le sommeil et la fatigue. Une base de comparaison qui dépend des résultats des années précédentes. Alors, aussi bien le premier confinement a été très bien documenté, j'en reparle cet après-midi dans un autre séminaire, mais il y a eu environ plus de 400 articles scientifiques qui ont été publiés sur le domaine. Mais pour le deuxième confinement, qui était un peu différent, il n'y a pas eu de véritable sondage. C'est pour ça que l'INSV était intéressé par ce deuxième confinement qui était un petit peu moins strict que le premier, mais qui pouvait toujours avoir un impact sur le sommeil. Alors, la diapositive suivante montre que les résultats succincts, sur l'ensemble de la population étudiée et par rapport à une période normale, pas par rapport à ce qui se passe en France depuis qu'il y a le Covid, mais par rapport à ce qui se passait avant, le sommeil est plus long,
plus long, on passe de 7h46 à 7h52, mais ça semble peu, mais sur toute une population de jeunes jusqu'aux personnes âgées, gagner une petite dizaine de minutes de sommeil, c'est énorme. Ça montre vraiment que la population dort plus. Et ce sommeil plus long est dû à un lever plus tardif le matin. Sans doute que les personnes ont moins mis leur réveil et se sont réveillées plus naturellement. Et ce que l'on voit aussi, c'est que le jet lag social, jet lag social c'est assez nouveau, et ça veut dire la différence entre les horaires habituels de la semaine par rapport aux horaires habituels du week-end. Souvent, on dort un peu plus le week-end, et quand cet écart est trop grand, ça montre clairement que pendant la semaine, on est privé de sommeil. Donc ce jet lag social a été clairement diminué pendant le deuxième confinement. Cependant, malgré un sommeil plus important, on a un sommeil de moins bonne qualité. Alors, il n'a pas été enregistré par des techniques objectives, mais subjectivement, avec des questionnaires, des échelles, on montre que les gens se plaignent plus de leur sommeil, qu'il y a plus de réveils nocturnes, que ces réveils nocturnes sont un peu plus longs, et plus de troubles du sommeil, notamment de l'insomnie, qui sont rapportés. Mais cependant, par rapport à la littérature, on en a obtenu moins qu'au cours du premier confinement. On peut dire que sont atteintes de manière plus importante pour ces troubles du sommeil les femmes en priorité, les jeunes et les personnes en télétravail. Et d'une manière plus générale, bien sûr, tous ceux qui ont été impactés directement par le Covid, donc ceux qui ont été infectés, ou les personnes qui sont proches de ces personnes affectées. La diapositive suivante. On peut relever aussi dans ce sondage quelques points particuliers sur lesquels on peut revenir. Il y en a beaucoup, mais ça fera sans doute l'objet de présentations scientifiques. Mais j'ai retenu, donc, d'une manière assez intéressante, il y a les 33% des personnes interrogées, toutes catégories confondues dans l'échantillon, qui avaient eu le Covid. Et donc, c'était intéressant de leur demander si ce Covid avait perturbé leur sommeil. Clairement, le Covid perturbe le sommeil avec des couchers plus tardifs, des éveils beaucoup plus longs au milieu de la nuit, sans doute à cause des phases d'étouffement et puis des phases, des montées de température, etc. Les éveils, donc tout ça c'était très net par rapport au reste de l'échantillon. Donc on comparait à l'instant T deux populations, une population qui a eu le Covid et une population qui n'a pas eu le Covid. Donc c'est intéressant. Donc c'est pas surprenant non plus, mais le Covid, en plus d'avoir des problèmes respiratoires, cardiaques, etc., pose des problèmes de troubles du sommeil, et on sait que quand on dort mal, eh bien, on ne stimule pas ces systèmes de défense immunitaire, donc on crée un espèce de cercle vicieux qui n'est pas bon pour la guérison des patients. Alors c'est surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui. On avait posé des questions sur la fatigue au cours de la journée, sur la somnolence, qui peut être repérée par des petites baisses de vigilance au cours de la journée, on s'en rend bien compte. Et cette fatigue et cette somnolence, globalement, sur toute la population, est en très nette augmentation, mais surtout chez ceux qui ont déjà des troubles du sommeil, et c'est ce qui ressort des autres études aussi, c'est le fait d'être stressé, anxieux, d'avoir des troubles psychiques, qui fait que les troubles du sommeil sont conséquents. Et là aussi, on rentre dans un cercle vicieux, parce qu'on sait que quand on est stressé, on dort mal, et quand on dort mal, on est stressé, et donc c'est compliqué d'en sortir, mais on sait comment en sortir avec des petites techniques, c'est ça qui est intéressant. Et puis, une deuxième partie de la population a montré les améliorations de leur sommeil. Et ça, c'est aussi intéressant. Presque un quart de la population, pendant le deuxième confinement,
dit qu'elle a amélioré son sommeil. On a cherché un petit peu à savoir pourquoi. La plupart de ces personnes qui ont amélioré leur sommeil se sont renseignées, donc on cherchait des informations pour améliorer leur sommeil. Ils ont aussi, de manière spontanée, régularisé leur rythme de vie. C'est-à-dire, ils ont essayé de se lever régulièrement à peu près à la même heure, se coucher à peu près à la même heure, de manger à peu près aux mêmes heures. Ils sont sortis, et c'est intéressant par rapport à ce qui a été dit hier par notre Premier ministre, mais ils sont sortis faire de l'activité physique. Ils ont aussi pratiqué des techniques de relaxation pour lutter contre le stress qu'ils ressentaient. Ils ont limité les écrans le soir. Alors, c'est des choses... Damien, oui, excusez-moi, je vous coupe. Il y a beaucoup de grésillements sur le micro. Est-ce que vous pouvez essayer de... Alors, je vais couper votre micro. Est-ce que vous pouvez essayer de le réactiver après? D'accord. Donc, normalement, on vous entend. Allez-y. Voilà, ben j'avais diapositive suivante, mais je pense que j'avais terminé. Et ça grésille toujours. Hein. Oui, bon, c'est pas grave. Voilà, je vais reprendre la parole après cette présentation de Damien Daven, qui était centrée, donc, comme vous l'avez compris, sur cette période du deuxième confinement. Et moi, je vais partager avec vous quelques éléments permettant d'illustrer ce rapport entre sommeil et conduite, en m'appuyant sur un certain nombre de chiffres issus de différentes études de la Fondation notamment. Mais en premier lieu, je vais rappeler deux chiffres importants et connus de beaucoup d'entre nous, c'est que les accidents de la circulation sont la première cause d'accidents mortels du travail, en premier lieu, et seconde information importante, la somnolence est la première cause d'accident mortel sur autoroute. Ça plante le décor, si je puis dire. Et alors, lorsqu'on interroge les Français actifs dans le cadre du baromètre de la conduite responsable, qui est réalisé chaque année par l'Institut Ipsos pour la Fondation Vinci Autoroute, on retrouve un certain nombre de données qui montrent que les conducteurs français, mais là, en l'occurrence, les conducteurs actifs ont conscience du risque de somnolence et de ses conséquences, et ça de façon assez importante. Les Français actifs, comme vous le voyez sur la diapositive, reconnaissent qu'ils ont des problèmes d'inattention ou d'irritabilité en raison d'un manque de sommeil. Alors, ils le retrouvent au travail, 67% d'entre eux le disent, et en voiture de façon encore plus significative, puisqu'ils sont 78% à identifier ce type de problème lorsqu'ils sont en train de conduire. Autre information importante, c'est le nombre de Français actifs qui nous disent qu'il leur est déjà arrivé d'avoir un accident ou d'avoir un presque accident en raison d'un assoupissement ou d'un endormissement au volant. Ils sont 17% à le dire, ce qui est quand même très, très significatif. Et alors, quand on se penche plus particulièrement sur la population des conducteurs poids lourds, qui est une population de professionnels de la route, eh bien, en s'appuyant sur les résultats d'une étude qui avait été menée par le docteur Kirasalva du Centre du sommeil de l'hôpital de Garches, il apparaît que un conducteur de poids lourd sur 3 s'estime susceptible d'avoir un accident à cause de la somnolence. Donc, on retrouve bien cette conscience des risques et de leurs conséquences. Mais alors, comme souvent, on s'aperçoit que malgré cette conscience des risques, les comportements individuels ou l'organisation du travail vont souvent à l'encontre de cette prise de conscience. Par exemple, 42% des actifs français indiquent qu'il leur arrive de prendre le volant alors qu'ils se sentent très fatigués. Alors souvent, ils donnent des raisons telles que je me sentais obligé de le faire.
mais c'est très significatif, 42%, et c'est bien au-delà, bien sûr, bien au-dessus de ce qu'indiquent les inactifs qui, eux, prennent, je dirais, le temps de ne pas conduire, enfin d'attendre d'être reposés avant de conduire. Chez les conducteurs poids lourds, on retrouve des chiffres du même ordre, puisque 28% des conducteurs de poids lourds dorment moins de 6 heures la nuit qui précède leur départ. Un départ pour plusieurs jours en général, puisqu'ils ont des missions qui se déroulent presque sur toute la semaine. Et pourquoi ils se mettent en dette de sommeil? Eh bien, parce que la plupart du temps, eh bien, comme ils passent le week-end et seulement le week-end chez eux, ils ont envie d'en profiter pleinement et ils ont tendance à se coucher tard et ensuite à se lever très tôt. Et ils démarrent la semaine en ayant une dette de sommeil très significative. Pour poursuivre ce constat, je vais passer la parole à Laurence Weibel, qui va nous parler de l'impact de l'organisation du travail sur les capacités du conducteur et de la façon dont les entreprises et les salariés ont dû s'adapter dans cette période de Covid-19. Bonjour à tous. Donc effectivement, il y a des organisations du travail qui vont impacter les capacités du conducteur. J'en ai retenu 2 majeures, à savoir les organisations du travail source de stress ou de risques psychosociaux et les organisations, bien sûr, du travail en horaire atypique. Donc ces 2 types, ça va être 2 sources potentielles d'effets sur la vigilance du conducteur. Alors, la première organisation du travail, celles qui sont les premières organisations, du travail qui sont source de stress ou de risques psychosociaux, eh bien, le stress, ça va impacter, c'est vraiment un état psychophysiologique qui va être peu propice à une conduite sereine ou encore qui va être peu propice à un sommeil de qualité et donc qui aura potentiellement un impact sur les niveaux de vigilance. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en entreprise pour essayer d'agir sur ces facteurs de risque psychosociaux et donc sur la conduite des salariés? On peut bien sûr organiser les trajets. Ça veut dire quoi, organiser les trajets? Le trajet, c'est quand on se rend à son travail ou quand on revient de son travail. Donc, ces trajets peuvent être organisés et peuvent être plus souples par la mise en place d'une organisation en horaire variable, par une tolérance vis-à-vis des retards, bien sûr par la mise en place d'un télétravail qui va considérablement réduire nos déplacements vers l'entreprise, par la mise en place d'un restaurant d'entreprise qui nous évite de faire des allers-retours et des trajets entre midi et 2 pour la pause du déjeuner, ou encore par le fait de favoriser les transports collectifs. Au niveau du travail, dans certains métiers, il s'agira également d'organiser les déplacements. Alors, organiser les déplacements, ça se fait au sein de l'entreprise, au préalable, et non pas sur la route, à savoir la prise de rendez-vous, privilégier les visioconférences quand c'est possible, planification des tournées en amont, le choix des itinéraires en privilégiant les autoroutes qui sont moins accidentogènes, le respect des temps de pause, bien évidemment, la gestion des urgences et des retards, comment on va gérer les urgences et les retards s'ils surviennent pendant le trajet, et enfin, limiter l'usage des 2 roues à des besoins très spécifiques. Ce qu'il faut intégrer, c'est que la conduite est un acte de travail. Diapositive suivante. Merci. Alors, quelles sont les nouvelles contraintes qui sont apparues avec la pandémie? Plusieurs facteurs de risque ont été exacerbés dans les entreprises. Un sentiment d'incertitude et d'insécurité qui est absolument majeur dans les milieux de travail actuellement, plus dans certains que d'autres d'ailleurs. Une augmentation de la consommation d'alcool, de psychotropes et donc un effet sur la santé mentale et le sommeil. Des contraintes temporelles plus fortes dans certaines activités. Alors, je vous ai mis quelques exemples. Par exemple, dans la restauration collective, pour maintenir une distanciation sociale, on va être obligé de faire plusieurs services. Pour tout ce qui est mise en place des protocoles sanitaires, du nettoyage, là aussi, on va agir sur notre temps de travail et donc avoir plus de contraintes temporelles. Un fonctionnement dégradé dans certaines activités, notamment celles en contact avec un public, avec plus de tension avec ce public, plus d'agression, plus d'incivilité,
Voilà, les gens vont être impatients lorsque les commerces dits non essentiels ont rouvert ou vont rouvrir dans certaines régions. Donc, attention aux agressions externes. Une charge de travail exacerbée dans certains domaines ou alors une sous-charge avec un sentiment d'inutilité chez certains salariés. Et encore des tensions entre salariés face à certaines injustices organisationnelles, certaines activités étant télétravaillables, d'autres pas, un sentiment de surexposition pour les salariés qui ont dû continuer à travailler malgré l'épidémie, voilà, qui peuvent donc être source d'injustice, de sentiments d'injustice organisationnelle. Donc tout ça, ça va jouer sur notre état de stress, sur notre stress chronique, sur notre santé mentale, et vraiment le travail en mode dégradé est vraiment source de stress et donc de fatigue. Alors, juste un petit clin d'œil, l'effet positif du télétravail, on l'a beaucoup mentionné, avec moins de circulation, mais en même temps, la consigne qui est donnée d'éviter au maximum le covoiturage. Donc, on va se retrouver quand même avec des conducteurs isolés, et donc cette diminution du trafic n'est peut-être pas aussi importante qu'on le soupçonnait. Voilà, diapositive suivante. Alors, pour faire le lien, un article qui est sorti la semaine dernière et qui fait bien le lien entre ce que je viens de vous dire, à savoir la Covid-19, la qualité du sommeil et l'effet sur le stress, tout ça en relation avec la santé mentale. C'est une étude transversale qui est donc sortie sur plus de 2500 personnes aux États-Unis et en Israël. La suite. Alors, quelle prévention centrée sur l'organisation du travail? Alors, il va falloir agir et soigner le travail, agir sur ces facteurs de risque. Donc, vous avez un ensemble de données sur les sites de l'INRS qui vous reprennent les démarches de prévention, qui vous proposent des outils pour agir sur ces facteurs de risque, avec notamment toute une partie dédiée à la Covid-19 et comment on fait de la prévention et quelles sont les mesures organisationnelles qu'on peut mettre en place, qu'on peut prendre pour faire face. Et enfin, la deuxième organisation du travail qui va vraiment impacter nos niveaux de vigilance, c'est bien sûr les organisations du travail en horaire atypique, avec notamment le travail posté, le travail de nuit. Alors, le travail posté, le travail de nuit, les salariés qui effectuent ce genre de travaux vont être soumis à un conflit entre les synchroniseurs de l'environnement et leur réseau d'horloges biologiques. Et cet effet du travail de nuit va aboutir à ce qu'on appelle des désynchronisations internes, des rythmes qui ne vont pas s'exprimer au bon moment des 24 heures. Et ces désynchronisations internes vont être associées à ce qu'on appelle une dette de sommeil. Puisque, diapositive suivante, on sait, et c'est un effet avéré du travail posté et du travail de nuit, que ce type de travail va influencer notre sommeil. Alors, l'effet avéré pas du tout sur la mortalité, ça c'est l'effet avéré sur la quantité et la qualité de sommeil, c'est une coquille dans la diapositive, et un effet avéré sur la somnolence. Ça a été montré par l'ANSES lors de son expertise collective publiée en 2016, et un autre effet du travail de nuit sur la sinistralité qui a bien été montré également, avec une fréquence et une gravité des accidents de travail et de trajet qui est augmentée lorsque ces accidents surviennent la nuit. Alors, par rapport au Covid, est-ce qu'il y a eu des nouvelles contraintes par rapport à ce travail posté, ce travail de nuit? En fait, de façon assez surprenante, le travail en horaire atypique a été proposé comme mesure de prévention afin de permettre une distanciation sociale. Donc, un travail en horaire décalé, tôt le matin, très tôt le matin, tard le soir, ou même du travail de nuit, a été proposé comme étant une stratégie permettant d'organiser ce maintien de l'activité en limitant le nombre de personnes présentes simultanément sur le lieu de travail ou dans un même local. Donc, le point de vigilance est absolu concernant les travailleurs ou les salariés non habitués à du travail en horaire atypique, avec des phases d'hypovigilance qui vont effectivement survenir la nuit quand on n'est pas habitué, ou même tôt le matin ou tard le soir. Donc, extrême vigilance, mise en place de mesures de prévention, notamment des sensibilisations à l'importance du temps de repos, du sommeil, mais aussi la mise en place de micro-siestes sur le lieu de travail. Damien en reparlera des siestes dans son intervention ultérieure. Et vraiment, se rappeler qu'augmenter le recours au travail en horaire atypique ne peut pas être une mesure de prévention durable au regard des effets délétères bien documentés de ce type d'organisation du travail.
Alors, comment prévenir? Là aussi, vous retrouvez un ensemble de mesures de prévention qui concernent le travail en horaire posté de nuit sur le site de l'INRS et un ensemble de documents très pratiques avec un dépliant qui rappelle les principales mesures de prévention, les principaux effets sur la santé du travail de nuit. Ce dépliant est téléchargeable gratuitement sur le site de l'INRS, ou encore des fiches pratiques, des brochures téléchargeables aussi qui s'intéressent à l'optimisation des horaires et des rythmes de travail, mais également à l'adaptation du contenu du travail quand on travaille la nuit, à la façon de former, d'informer les équipes, notamment en gestion de leur cycle veille-sommeil, ou encore à la possibilité et la façon d'organiser des micro-siestes sur le lieu de travail. Voilà, je vous remercie de votre attention. Très bien, merci Laurence. Et comme vous venez de le dire, il est un outil de prévention qui relève à la fois de l'organisation du travail et de la pratique individuelle, c'est la sieste. Et donc, effectivement, Damien Daven va nous présenter les principaux résultats d'une étude qu'il a pilotée sur ce sujet en particulier. Damien, votre micro ne fonctionne pas du tout. Il y a des grésillements. Toujours des grésillements. Est-ce que vous avez une autre source? Vous avez un casque ou un micro externe que vous pouvez brancher ou pas sur votre ordinateur? J'ai essayé, j'ai changé de micro justement et c'est pas mieux alors. C'est pas mieux malheureusement. Est-ce que c'est pas parce que votre son est trop fort sur votre sortie ordinateur peut-être? Le son n'est pas très... Je vais essayer de le baisser un peu. Est-ce que c'est mieux là? Oui, non, il est moins bien que tout à l'heure encore. J'essaie de revenir à l'autre micro alors. D'accord. Est-ce que vous utilisez le même ordinateur que celui d'hier, celui du test? Oui. Ah. Je suis vraiment... Oui, après, ça peut être lié effectivement à la connexion Internet aussi. J'ai l'impression que le docteur Daven a un souci de connexion. Qu'est-ce que vous proposez? On attend qu'il se reconnecte. Sinon, Bernadette, est-ce que moi je peux présenter sa diapositive sur la vigilance? Ça ne me demande pas de souci, ça ne me pose pas de problème. Est-ce que vous pouvez présenter, si vous connaissez l'étude, sur la sieste? Oui. Bah, Si jamais il a des soucis, on va attendre un petit peu, mais si jamais il a des soucis de reconnexion, on pourrait fonctionner ainsi. D'accord, bah, je le ferai moins bien que lui, mais on va attendre un peu. Effectivement, résumer les conclusions de son étude. On va peut-être attendre un petit peu et effectivement, je prendrai, oui, bien sûr. Je prendrai le relais s'il faut. Peut-être qu'en attendant, vous pouvez répondre à quelques questions. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y en a. Est-il possible, avant de se conduire, de connaître son état de fatigue et donc ses risques de somnolence durant nos trajets? Alors ça, je vais y venir. Déjà, peut-être la première réponse et la réponse la plus simple, c'est de savoir détecter les signes de somnolence. Ça, c'est quelque chose qu'il faut partager notamment dans le cadre des entreprises et des organisations de manière générale. Il faut vraiment faire connaître aux collaborateurs les signes de somnolence de façon à ce qu'ils puissent bien les identifier et savoir prendre les mesures nécessaires pour prévenir ces risques et prévenir l'accident. Et puis, je vous parlerai aussi juste après la présentation de Damien Daven d'une application que la Fondation Vinci Autoroute a réalisée avec le CI2N de Strasbourg
Centre d'investigation neurocognitive et neurophysiologique de l'Université de Strasbourg. Et c'est une application qui a notamment pour vocation de mesurer soi-même son niveau d'éveil et donc de savoir si on est suffisamment en forme, suffisamment éveillé pour pouvoir prendre la route en toute sécurité. On va peut-être poursuivre, Lina. Je ne sais pas si vous en êtes d'accord. Oui, tout à fait. Maintenant, alors, peut-être vous prenez le relais sur le rappel du rythme circadien. Très bien. Donc, en fait, nos niveaux de vigilance fluctuent au cours des 24 heures avec une alternance de périodes d'éveil et de périodes de sommeil. Vous est représenté sur cette diapositive le rythme circadien de la vigilance au cours des 24 heures. Donc, en abscisse, vous avez le temps. Et on voit bien que nos niveaux de vigilance s'abaissent fortement la nuit, de façon assez logique pour permettre le sommeil, puisque l'homme est un animal diurne qui dort la nuit et qui est actif de jour. Et que ces niveaux de vigilance sont plus élevés en journée, avec néanmoins une petite phase d'hypovigilance qu'on nomme la phase d'hypovigilance postprandiale, qui se situe aux alentours de 13h, 14h, et qui est un moment très propice à de l'hypovigilance, à de la somnolence, et donc un moment à surveiller, notamment lorsqu'on est au volant. Voilà. Très bien. Alors, donc, je vais prendre le relais pour parler de l'étude qui a été donc pilotée par Damien. Parfait. Ça tombe très bien. Je viens de présenter la courbe de vigilance, Damien, en vous attendant. D'accord. C'est mieux. Vous m'entendez là? C'est mieux? Oui, c'est beaucoup mieux. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ma connexion est sans doute pas parfaite. J'ai entendu Laurence présenter les choses, ou Bernadette, je ne sais plus. Donc, on vous a dit qu'il y avait des périodes dans la journée où la sieste était privilégiée, c'est le début d'après-midi. Il y a d'autres périodes dans la journée où on peut dormir, mais surtout quand on est privé de sommeil et qu'on appelle aussi à ces autres moments de la journée, on appelle ça plutôt un petit somme pour bien différencier les choses. Alors, par rapport à la sieste, grâce à Vinci, grâce à la Fondation Vinci Autoroute, nous avons, il y a maintenant 2 ans, je crois, qui s'est terminée l'année dernière, fait une étude pour démontrer que la sieste était réellement efficace sur la conduite. Et donc, on a comparé des sujets, une quarantaine de sujets jeunes, qui ont fait soit des siestes de 20 minutes lors de 3 situations. Donc, c'est des sujets qui sont comparés à eux-mêmes. Une situation sans sieste, une situation où il y a une sieste dans un fauteuil à peu près comme si on dormait sur son fauteuil de voiture lors d'une pause au cours d'un trajet sur autoroute, et une sieste dans un lit qui était la référence, le gold standard. Donc, les sujets ont conduit pendant 2 heures sur un simulateur de conduite, puis se sont arrêtés, puis sur la période du midi 2, ils ont pris un repas standard, ont fait une de ces 3 siestes ou pas de sieste, mais quand c'était pas de sieste, ils restaient assis sur une chaise avec de la lecture, et puis on les a autorisés à refaire 2 heures de conduite sur le même simulateur pendant les 2 heures qui suivaient la sieste. L'intérêt d'étudier sur simulateur de conduite, c'est qu'on voit de manière assez claire les petites variations de vigilance, et on peut les suivre, et c'est l'un des outils, un des rares outils pour ça. On peut suivre les variations de vigilance qui se produisent pratiquement minute par minute. Donc, les résultats les plus importants, c'est les résultats sur la vigilance. Vous voyez qu'à midi, donc après 2 heures de conduite, les sujets sont dans le même état pour les 3 situations. Quand ils vont commencer la sieste à 14 heures, ils sont
toujours dans le même état pour les 3 situations. Et on voit que l'effet de la sieste sur la conduite, eh bien, améliore nettement la vigilance par rapport à la situation où les sujets n'ont pas fait la sieste. La situation où les sujets n'ont pas fait la sieste, mais sont restés assis et ne se sont pas fatigués, hein, c'est la situation en bleu. La situation en fauteuil, c'est la situation orange. Et en vert, c'est la sieste dans un lit. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence significative entre une sieste dans un fauteuil et une sieste dans le lit sur la vigilance pendant les 2 heures qui suivent la sieste. Et donc, ça s'est traduit au niveau de la conduite avec un risque accidentologique beaucoup moins important. Bien sûr, presque en symétrique, ce n'est pas tout à fait symétrique, mais la somnolence, qui est un peu l'inverse de la vigilance, a été beaucoup plus importante chez les sujets qui n'ont pas fait la sieste que les sujets qui ont fait la sieste. Donc, cette étude montre très clairement que quand, comme on le voit régulièrement sur les panneaux d'autoroute, il est nécessaire de s'arrêter à peu près toutes les 2 heures, hein, eh bien, pendant cette pause, une sieste est beaucoup plus efficace en termes d'accidentologie pour les 2 heures consécutives que la pause sans sieste. Voilà, c'est ce qui est le plus important et ce qui montre que la sieste est vraiment la contre-mesure à ces variations de vigilance qui pourraient être délétères lors de la conduite, mais aussi au travail. Donc, voilà ce que montre cette étude, mais c'est vraiment quelque chose qui est nouveau et qui est vraiment très important et facile à comprendre pour les gens qui prennent la route lors de longs trajets. Alors, Bernadette va vous parler maintenant des outils qui peuvent permettre de faire la sieste. Exactement. Et d'ailleurs, ces résultats nous ont confortés dans l'idée qu'il fallait vraiment promouvoir la sieste. On le faisait déjà, mais c'est vrai que la découverte de ces résultats est vraiment allée dans ce sens-là. Alors, la Fondation, elle développe un certain nombre d'outils qu'elle souhaite partager avec les conducteurs. Et parmi ceux-ci, il y a cette fameuse application Rouler éveillé que j'ai évoquée tout à l'heure. C'est une application donc, qui a été créée avec le concours du Centre d'investigation neurocognitive et neurophysiologique de l'Université de Strasbourg. Et elle a pour vocation, en premier lieu, de permettre à chaque conducteur, avant de partir ou à l'occasion d'une pause, de mesurer son niveau d'éveil. Et on a aussi fait en sorte que cette application puisse apporter d'autres informations aux conducteurs pour les accompagner dans cette prise de conscience du risque de somnolence et puis surtout connaître les meilleurs moyens d'éviter cette somnolence et en tout cas de la prévenir. Alors, c'est une application qui est disponible sur les stores gratuitement et elle comporte à la fois des conseils, elle comporte aussi un podcast parce que dès les premières versions, les conducteurs nous disaient bah oui, moi je sais que ça serait mieux que je fasse la sieste, mais je ne sais pas, je n'arrive pas vraiment à me détendre dans ma voiture ou lors d'un arrêt. Et donc on a mis à disposition un podcast fait avec une sophrologue, avec le concours de l'INSV d'ailleurs, et puis également une petite vidéo que vous pouvez retrouver dans le chat. Et c'est une vidéo un peu humoristique, mais qui explique clairement ce que l'on doit faire pour trouver le sommeil, ou en tout cas le repos, quand on est dans sa voiture et qu'on s'arrête sur une aire. Alors, cette sieste, bien sûr, c'est une bonne pratique. Il faut l'adopter en voiture, bien sûr, à l'arrêt, et puis également avant de partir. Avant de partir, ça peut être au bureau, ça peut être pendant des phases de fatigue. Et alors, il y a un certain nombre d'organisations qui, petit à petit, installent des dispositifs, des équipements pour que leurs collaborateurs puissent faire la sieste
dans le bureau. Et nous sommes allés au CHU de Dijon, Dijon-Bourgogne, qui a mis en place une salle de sieste. Et je vous propose de regarder cette petite vidéo pour vous montrer quel est leur dispositif et comment les soignants s'en servent. Bonjour, je suis le docteur Sébastien Mirek, je suis médecin anesthésiste réanimateur au CHU Dijon-Bourgogne et je vais vous présenter la salle de réhabilitation énergétique que nous avons créée avec le soutien de la Fondation Vinci. Nous avons un appareil de massage pour faire du shiatsu avec un professeur qui vient régulièrement pour accueillir les soignants. On a aussi la possibilité de faire dans cette première salle une sieste avec un premier cocon que vous apercevez au fond de cette pièce. Donc ici, nous sommes dans la deuxième pièce du cocon de micro-sieste pour apporter aux soignants ce bien-être que nous avons besoin, parce qu'un soignant qui se sent bien est un soignant qui soigne bien. Pendant cette période de Covid, nos horaires et nos habitudes de travail ont été complètement déstructurés et de faire une pause de 20 minutes avec le cocon nous a permis de mieux pouvoir nous reposer pour pouvoir repartir plus sereinement pour le travail. La sieste permet de récupérer une bonne vigilance, de réduire le stress et puis bien sûr, au travail comme au volant, elle permet de lutter contre la somnolence. Voilà, donc ce petit film est effectivement intéressant parce qu'il montre, alors en plus dans la période actuelle où les soignants sont particulièrement sollicités, mais il montre vraiment l'intérêt de cette salle de micro-sieste. Et pour l'anecdote, cette salle est positionnée juste à côté du bureau du professeur qui dirige cette entité, et il incite beaucoup ces soignants à l'utiliser le plus possible. Je vous propose maintenant qu'on passe à la séquence des questions-réponses, s'il y en a. Je vais demander à Sandrine Nazos, qui est responsable des programmes et de la communication de la Fondation, de nous indiquer s'il y en a des questions et de nous dire desquelles il s'agit. Est-ce que vous m'entendez ? Alors Sandrine, j'ai l'impression que votre micro est coupé. Est-ce que vous pouvez réactiver votre micro, sinon je vais tenter de le faire. Désolée, vous devez m'entendre, je suis obligée de quitter la présentation pour pouvoir accéder aux questions. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Oui. Merci. Donc, bonjour à tous. J'ai une première question de Hervé qui demande quelle est la durée minimale pour une sieste récupératrice pour la vigilance. Alors, je veux bien répondre. La durée, idéalement pour une sieste, c'est une dizaine de minutes quand on n'est pas privé de sommeil. Alors, c'est 10 minutes, mais il faut quand même savoir qu'il faut s'entraîner à faire la sieste. C'est un espèce de conditionnement, et que pour se conditionner, on peut se conditionner en une semaine. Je vous recommande de le faire lors d'une semaine de vacances, par exemple, et d'essayer ce conditionnement. Et une bonne sieste, c'est un déclencheur, c'est un signal pour déclencher la sieste. C'est une durée qu'on délimite au départ, c'est-à-dire qu'on se couche pour un certain temps. Notre horloge est parfaitement capable de calculer ce temps. Et c'est un réveil qui doit se faire pour permettre d'attaquer les minutes suivantes, le début de l'après-midi ou les minutes qui suivent, sans ce qu'on appelle l'inertie du sommeil, qui est un phénomène qui fait que quand on se réveille, notre cerveau met un certain temps à appréhender complètement la réalité. Donc, quand on se conditionne, et des techniques de conditionnement à faire la sieste commencent à se trouver un peu partout sur le net,
quand on se conditionne et qu'on est bien conditionné à faire la sieste, 10 minutes, c'est vraiment parfait. Alors parfois, on n'a pas l'impression de faire la sieste, mais le cerveau déconnecte vraiment et c'est extrêmement récupérateur. On a montré que si on se laisse vraiment aller à une absence, eh bien, après, on est beaucoup plus efficace. On a montré qu'après une sieste de 10 à 15 minutes, c'est un petit peu moins que celle qu'on avait pour l'étude de Vinci. Une sieste de 10 à 15 minutes permettent, par rapport à soi-même, d'être 2 fois plus efficace pendant les 2 heures qui suivent, sur des tests cognitifs simples. Donc, le jour où on fait la sieste, on est 2 fois plus efficace que le jour où on ne fait pas la sieste, en gros. Merci beaucoup. On a eu une autre question un petit peu plus tôt pendant la présentation d'Olivier Després qui demande si l'on sait, est-ce que l'on sait si les troubles du sommeil en lien avec la Covid-19 perdurent au-delà de l'infection? Et si tel est le cas, est-ce qu'il perdure sur le moyen ou long terme? Alors là, j'ai une réponse assez rapide. Dans le deuxième confinement, l'étude qu'on a faite, les gens qui ont eu le Covid, il y avait des gens qui ont eu le Covid au premier confinement. Et donc, presque 8 mois ou 9 mois après, ils avaient encore des troubles du sommeil. Ils consommaient plus d'hypnotiques et ils avaient... oui, ça c'est très clair qu'il y a des phénomènes et que, bon, il n'y a pas beaucoup d'études, mais c'est sûr que le cerveau est aussi impacté par l'infection du Covid et que cette infection du système neuronal a des répercussions sur la somnolence, c'est sûr. Merci. On a alors plutôt un commentaire de Jean-Luc sur le fait que la somnolence peut être provoquée par les médicaments. Et il attire l'attention sur le fait que souvent les médecins et les pharmaciens n'attirent pas justement l'attention des patients sur les pictogrammes qui indiquent ce risque de somnolence. Est-ce que peut-être Laurence a un commentaire là-dessus? Comment est-ce qu'on peut faire évoluer cette situation? Enfin, est-ce que c'est quelque chose de courant? Alors, j'imagine que c'est quelque chose. C'est courant de consommer des psychotropes en France, c'est très très courant. Et puis je vais dans le même sens que le commentaire, c'est qu'effectivement, on est très vigilant à la consommation de certaines substances, notamment sur la route, mais on ne prend pas du tout en considération les médicaments, qui sont aussi des substances qui peuvent entraver la conduite, bien évidemment. Alors, je peux ajouter peut-être que la législation, il y a d'abord eu des pictogrammes pendant assez longtemps sur les boîtes, mais elles ne voulaient rien dire. Chaque boîte pharmaceutique, par souci de précaution, mettait que ça pouvait affecter la vigilance. Donc, il n'y avait pas de crédibilité par rapport à ces pictogrammes. Depuis maintenant une bonne dizaine d'années, les pictogrammes ont changé, vous avez peut-être rendu compte, avec le vert, l'orange et le rouge. Et quand c'est rouge, c'est effectivement testé sur la somnolence. Donc ça veut vraiment dire que le médicament affecte la vigilance, très nettement. Et que même, il faut le savoir, en termes d'accident, on peut vous reprocher de conduire sous médicament qui a un pictogramme rouge. Ça peut se retourner contre vous avec des moins bons remboursements d'assurance, etc. Oui, moi j'ajouterais un commentaire. C'est bon. J'ajouterais un commentaire aussi, et plutôt un retour d'expérience. La Fondation Vinci Autoroute a été créée en 2011 suite au décès de 3 collaborateurs de Vinci Autoroute qui s'étaient fait percuter sur les voies par des conducteurs endormis. Et parmi ces 3 accidents, il y en a un qui a été causé par une personne qui avait consommé des médicaments, qui n'avait pas pris suffisamment de précautions et qui s'était endormi au volant et donc qui n'avait pas pu éviter un collaborateur. Vous savez que ce seront des personnels qui sont particulièrement exposés et il n'avait pas pu éviter un collaborateur de Vinci Autoroute en train de travailler sur les voies. Donc oui, ça arrive et malheureusement, il y a un certain nombre d'exemples qui montrent qu'il faut effectivement être particulièrement vigilant quand on consomme des médicaments. Et là encore, dans les entreprises, c'est aussi un lieu où on peut rappeler ces précautions à prendre. Bien sûr que les médecins et les pharmaciens doivent le faire, mais si ça n'est pas fait, on peut profiter des entreprises pour, dans le cadre de quart d'heure sécurité ou équivalent, rappeler
ce genre de précautions à prendre. J'ajouterais aussi qu'il y a un réel danger à conduire sur régulateur de vitesse quand on est sous ces médicaments. Parce que là, le temps de réaction est extrêmement allongé et c'est toujours trop tard de désactiver le régulateur de vitesse. Alors, si on parle de régulateur de vitesse, je vais en profiter aussi pour rappeler une étude qui avait été faite là aussi par le CI2N de Strasbourg pour la Fondation Vinci Autoroute et qui montrait que l'usage du régulateur de vitesse et du limiteur dans une moindre mesure, mais de manière générale, puisqu'en fait, il y a eu 2 études qui portaient sur les outils d'assistance à la conduite et l'usage des outils d'assistance à la conduite a beaucoup d'avantages, notamment en termes de confort de conduite, aussi en matière de sécurité, mais peut avoir des inconvénients cet usage au niveau de la somnolence ou de la perte de vigilance, puisque les conducteurs ont tendance à se mettre plutôt dans une situation de confort et perdent une capacité de réaction si un événement se produit devant eux. Et ces 2 études du CI2N le montraient de façon tout à fait parlante. Alors, on a une autre question probablement liée au fait qu'on va bientôt avoir tous faim et on va tous vouloir aller déjeuner. On nous demande si la somnolence peut survenir plus facilement après un bon déjeuner avec du vin, un verre ou 2. Ça aggrave les choses, c'est sûr. C'est pas tant la somnolence que le degré d'alcool qui est beaucoup plus important que la somnolence dans ces cas-là. On sait que d'avoir un petit peu d'alcool dans le sang diminue nettement les temps de réaction, l'attention, etc. Et donc, comme la somnolence le fait aussi, les 2 se combinent au début d'après-midi, ça c'est sûr. Mais le repas en lui-même, à part s'il est extrêmement copieux, comme classiquement un repas de dimanche midi en France, le repas en lui-même n'a pas beaucoup d'effet sur la somnolence. Merci. Antoine nous demande comment est-ce que l'on peut inciter les entreprises à adopter ce type d'initiative souvent salvatrice. Alors je pense qu'il fait référence à la salle de sieste que l'on a montrée tout à l'heure dans le film ou à l'utilisation de l'application Vous l'éveillez par exemple. Si vous voulez, je peux répondre à cette question. Donc, par rapport aux entreprises, effectivement, en France, on n'est pas dans une culture de la sieste, donc il faut absolument la promouvoir. Je pense qu'il faut impliquer les instances qui s'occupent de la santé et de la sécurité au travail, votre CSE, votre CSSCT, impliquer la ligne des managers, comme ça a été dit par Madame Moreau, le manager, il est essentiel dans l'acceptation dans l'entreprise de cette pratique et dans la promotion de cette pratique. Donc voilà, je pense en parler aux instances et impliquer les lignes managériales pour favoriser la pratique parce que pour l'avoir testé dans des entreprises, souvent c'est, on fait la sieste, mais on préférait pas le savoir qu'on fait la sieste. Donc, entre la salle de sieste et le petit coin canapé devant la télé à la cafette, on va plutôt choisir le petit coin canapé parce qu'on s'endort, on somnole 10 minutes, mais ça se voit moins. Donc, cette absence de culture sieste est un petit frein à la prévention sur cette thématique. Donc, c'est vraiment d'encourager les managers à la soutenir. Voilà. Alors, je vais faire un petit clin d'œil que m'avait donné Sébastien Mirek, le médecin qui a installé la salle de sieste au CHU de Dijon et qui m'a dit, quand je lui ai demandé comment ça se passait, il m'a dit, vous savez, la sieste, c'est un peu comme le salaire pour les Français, on n'a pas envie d'annoncer son salaire et on n'ose pas trop non plus dire qu'on va faire la sieste. Donc, effectivement, il y a beaucoup à faire en matière de changement dans les mentalités. Oui, c'est associé au vieillissement, c'est associé à des choses comme ça. Mais je peux vous garantir, même à l'université de Caen, on a fait des essais de sieste avec les jeunes étudiants. Et il y a un réel plaisir à faire la sieste quand on est vraiment conditionné à faire la sieste, quand on sait faire la sieste et qu'elle ne dure pas longtemps. Et donc, je peux vous garantir que ces étudiants, ils cherchent toutes les occasions pour faire la sieste maintenant quand c'est possible. Mais toujours en début d'après-midi, bien sûr. Il faudrait que ça soit organisé dans le temps du travail. Il faudrait que ça soit quelque chose de naturel.
Nous avons une autre question là qui concerne aussi le comportement des salariés. Une question d'Arina. Comment inciter ou sensibiliser les salariés pour faire une pause toutes les 2 heures? Donc là, je pense qu'on est sur le sujet de la voiture. Tout le monde le sait, mais ne souhaite pas forcément le respecter, ajoute-t-elle. Alors là, je répondrai effectivement, c'est une recommandation qui est faite par l'ensemble des acteurs de la sécurité routière et en particulier par les sociétés d'autoroutes. Dès lors qu'on fait un long trajet, s'arrêter toutes les 2 heures, c'est une mesure de prévention. Ça ne veut pas dire qu'on va faire une sieste systématiquement toutes les 2 heures, ça serait effectivement démesuré. Mais le fait de s'arrêter, de respirer, de reprendre, de respirer l'air à l'extérieur et de faire une pause, c'est tout à fait bénéfique. On n'est pas obligé de s'arrêter 20 minutes, mais on s'arrête et ça permet effectivement de retrouver une bonne vigilance. Alors, comment l'instaurer au sein des entreprises? C'est en faisant passer le message. Et je pense que c'est un message qui doit être martelé de façon différente, mais qui doit être martelé. Les gens connaissent bien cette règle, ils ne l'appliquent pas encore suffisamment. Il ne faut pas qu'elle soit vécue comme quelque chose de contraignant, mais plutôt quelque chose qui va améliorer le bien-être. C'est un peu comme la sieste, c'est-à-dire que ce sont, dès lors qu'on pratique ce type de pause toutes les 2 heures, a fortiori la sieste, et comme le disait Damien Davenne, on s'aperçoit du bénéfice qu'on en tire à titre personnel. Et ça, je pense que c'est très important. Il suffit de discuter avec des gens qui pratiquent la sieste, par exemple, sur la route, pour se rendre compte que ceux qui le pratiquent et ceux qui l'ont adopté gardent cette pratique parce que ça apporte beaucoup de bénéfices et de bien-être. Au-delà de la sécurité, il y a un bien-être. On conduit beaucoup mieux, on est beaucoup mieux quand on a fait une sieste lors d'une pause. On va peut-être prendre... Je voulais juste compléter que les entreprises ont un rôle à jouer aussi dans la promotion d'organisation du travail qui permettent et les organisations qui encouragent ces pauses de 2 minutes. On est dans la contrainte temporelle, on est dans les commerciaux qui ont des objectifs à atteindre rapidement et du coup qui vont essayer d'aller au plus vite possible. Donc vraiment, l'entreprise a un rôle à jouer dans le passage de ce type de message, clairement. L'organisation des trajets dans l'entreprise, c'est un acte de conduite et il faut vraiment l'organiser et le prévoir en amont. Mais quelles que soient les situations, quelle que soit la tâche, même rester devant un ordinateur, il faut s'arrêter régulièrement pour être efficace. Au bout d'un certain temps, c'est dépendant de chaque individu, c'est pour ça que le fait que toutes les 2 heures, c'est une consigne générale, il faut l'adapter à son propre rythme. Mais le fait de s'arrêter, de faire un peu d'exercice physique, c'est extrêmement bon, ça a été montré, de couper la tâche dans son trajet, c'est extrêmement efficace. La sieste, j'insiste, la sieste est vraiment efficace quand on la fait en début d'après-midi. Et on nous demande quel est l'impact de la consommation de café. Le café est un éveillant, mais c'est pas efficace sur tout le monde. Il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas les récepteurs qui permettent d'améliorer la vigilance quand on prend du café. C'est les personnes qui peuvent prendre un café à 5 heures du soir et s'endormir le soir, par exemple, ou même plus tard. Mais bon, tous les produits comme la caféine, la théine, etc., qui sont des substances quand même qui agissent, qui activent le système nerveux, sont efficaces. Mais le temps d'efficacité n'est pas très très long. Et quand on commence à en prendre trop, on obtient des effets paradoxaux qui sont inverses de l'éveil. C'est-à-dire que on va au niveau du système nerveux, on va plutôt provoquer de la somnolence si on prend beaucoup trop de café. Il y a un effet paradoxal. En revanche, on aura la tachycardie, on aura beaucoup d'effets secondaires qui sont néfastes au niveau du corps en général. Donc, un petit peu de café, c'est pas mal, mais trop, il ne faut pas compter dessus pendant la conduite. Voilà.
Et il y a des études qui montrent que c'est moins efficace que la sieste. Très bien, bah écoutez, on est arrivé à la fin de ce webinaire. Je vous propose que on s'arrête là puisqu'il est 12h32. Je vous remercie de votre attention. Je remercie particulièrement Laurence Weibel et Damien Daven d'avoir animé avec moi ce séminaire. Je remercie également les équipes de l'INSV et de la Fondation Vinci Autoroute qui ont permis l'organisation de ce webinaire. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et naturellement, je ne peux m'empêcher de vous recommander de prendre soin de votre sommeil. Et pour mieux prendre soin de vous, c'est le thème de cette journée du sommeil. Et je pense qu'on doit tous effectivement essayer de mettre en pratique tous ces bons conseils. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.